Si vous voulez, vous pouvez activer les sous-titres pour mieux suivre. Et si je parle trop vite, n'hésitez pas à ralentir la vitesse de l'audio. Imaginez ceci. Vous arrivez dans un aéroport pour prendre un avion. C'est normal, n'est-ce pas? Mais maintenant, imaginez que vous ne pouvez plus partir. Pas pour 1 heure, pas pour un jour, mais pour 18 ans. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire vraie, la plus fascinante que j'ai jamais découverte. C'est l'histoire d'un homme qui a transformé un aéroport en sa maison. Pendant presque 2 décennies, il a dormi sur les mêmes bancs rouges, il a mangé dans les mêmes restaurants, il a regardé des millions de personnes partir vers leur destination pendant que lui restait prisonnier. Cette histoire est parfaite pour vous, parce qu'elle offre un double bénéfice extraordinaire. Écoutez bien. Premier bénéfice. Vous allez améliorer votre français naturellement. Cette histoire utilise un vocabulaire riche mais accessible, des structures de phrases variées et un français authentique. Vous allez apprendre sans effort, captivé par chaque détail. Deuxième bénéfice. Vous allez découvrir une histoire qui va vous toucher profondément. Une histoire sur la résilience humaine, sur la bureaucratie absurde, sur ce que signifie vraiment être libre. Cette histoire a inspiré Hollywood. Elle a fait pleurer des millions de personnes. Et elle va changer votre perspective sur la vie. Alors, prenez une bonne inspiration. Essayez de vous installer confortablement, oubliez tout le reste et laissez-moi vous transporter dans l'aéroport Charles de Gaulle, à Paris, où un homme nommé Mehran Karimi Nasseri a vécu l'impossible. Chapitre 1. L'homme avant l'aéroport. Pour comprendre cette histoire, nous devons d'abord comprendre l'homme. Mehran Karimi Nasseri naît en 1945 à Masjed Suleiman, une petite ville en Iran. Son histoire commence déjà de façon compliquée. Sa mère est une infirmière écossaise, son père est un médecin iranien. Mehran grandit entre 2 cultures, 2 langues, 2 mondes. Cette dualité va définir toute sa vie. Mehran est un garçon brillant. Il étudie beaucoup. Sa famille l'envoie étudier en Angleterre dans les années 1970. C'est un privilège énorme. Il étudie à l'université de Bradford. Il veut devenir quelqu'un d'important. Il rêve d'une belle carrière, d'une vie stable en Europe. Mais en 1977, tout change. L'Iran traverse une période politique très dangereuse. Le Shah d'Iran contrôle le pays avec une main de fer. Il y a des protestations, des manifestations, de la violence dans les rues. Mehran, jeune et idéaliste, décide de participer aux manifestations contre le Shah. Il croit en la justice, en la démocratie. C'est un acte de courage, mais aussi un acte qui va détruire sa vie. Le gouvernement iranien le découvre. Il considère Mehran comme un traître, comme un ennemi du régime. La punition est terrible. Il l'expulse. Mais ce n'est pas tout. Il lui retire sa nationalité iranienne. Mehran n'est plus iranien. Il n'a plus de pays. Imaginez cela un instant. Un jour, vous avez une nationalité, une identité, un passeport. Le lendemain, vous n'avez plus rien. Vous êtes personne. Vous n'appartenez à aucun pays. C'est exactement ce qui arrive à Mehran en 1977. Il a 32 ans et il devient un homme invisible. Chapitre 2. Le long voyage vers nulle part. Les années qui suivent, Mehran commence une odyssée à travers l'Europe, cherchant désespérément un pays pour l'accueillir. Il voyage en Belgique,
Allemagne, Pays-Bas, France, puis Italie. Partout, les autorités le questionnent sur sa nationalité, à laquelle il ne peut répondre car il n'en a pas. Il tombe dans les failles de la bureaucratie européenne. Il survit pendant des années, dormant dans les gares et les refuges, faisant face au rejet et à l'humiliation. Mais il ne perd pas espoir. Finalement, en 1981, le HCR, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, lui donne un statut de réfugié. Ce n'est pas une nationalité, mais une reconnaissance. Mehran continue sa bataille pour aller en Angleterre rejoindre sa mère. En 1988, la Belgique lui donne des documents de voyage. Il achète un billet pour Londres avec une escale à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Le 8 août 1988, Mehran arrive à l'aéroport Charles de Gaulle. Il est plein d'espoir, ne sachant pas que son cauchemar vient juste de commencer. Chapitre 3. Le jour où tout s'arrête. Mehran arrive à l'aéroport Charles de Gaulle, terminal 1, pour son escale avant Londres. Il s'assoit sur un banc. Sa petite valise contenant tous ses documents précieux. Certificat de réfugié, papier belge. Après quelques instants, il constate que ses documents ont disparu, volés ou perdus. Il panique et contacte la police de l'aéroport. Les policiers lui expliquent la situation impossible. Sans documents, il ne peut pas prendre l'avion pour Londres. Il ne peut pas non plus entrer en France, car il est dans la zone internationale de transit. Il ne peut pas retourner en Iran. Mehran est bloqué. Il n'a aucun lieu où aller. Après discussion, les autorités prennent une décision extraordinaire. Elles permettent à Mehran de rester temporairement dans l'aéroport jusqu'à ce que la situation soit résolue. Mehran s'assoit et attend. Il attendra pendant 18 ans. Les premiers jours sont étranges et surréalistes. Mehran dort sur le banc rouge du terminal 1, utilisant sa veste comme oreiller, dans le bruit constant de l'aéroport. Au début, il mange des sandwichs coûteux, avec le peu d'argent qu'il a. Rapidement, les employés de l'aéroport le remarquent. Certains, comme une employée de café, commencent à l'aider en lui offrant de la nourriture, café, croissants. Ils sont choqués par sa situation. Les jours deviennent des semaines. Mehran établit une routine de survie. Il se réveille tôt pour se laver dans les toilettes publiques. Il utilise un chariot à bagages comme un placard mobile pour garder ses quelques affaires. Pendant la journée, Mehran marche et observe les gens. Le monde entier passe devant lui, mais lui ne bouge pas. Après quelques mois, Mehran devient une célébrité locale parmi les employés de l'aéroport, qui lui donne le surnom affectueux de Sir Alfred. Mehran lui-même se présente ainsi, affirmant mériter ce titre. Les employés commencent à l'aider. Le personnel du McDonald's lui donne des repas gratuits. Les femmes de ménage le saluent et lui apportent parfois du thé. Les agents de sécurité le protègent et expliquent aux nouveaux qu'il habite ici. Mehran établit son territoire, une rangée de bancs rouges dans le terminal 1. Il établit une routine, il se rend à la boutique de presse où les vendeurs lui donnent les journaux gratuits de la veille. Mehran lit et devient très cultivé, parlant couramment français, anglais, persan. Les employés sont surpris de découvrir qu'il est un homme intelligent et intéressant. Mehran se bat constamment pour de nouveaux documents, avec l'aide d'avocats bénévoles, impressionné par l'absurdité de son cas. Le problème est un cercle vicieux bureaucratique parfait.
L'Iran refuse de le reconnaître. La Belgique ne veut pas réémettre facilement les documents perdus. La France prétend qu'il n'est pas sur son territoire, zone internationale, donc pas sa responsabilité. L'Angleterre refuse son entrée sans papier valide. Chaque pays renvoie la responsabilité. Des journalistes commencent à écrire sur son histoire, qui fascine le public international par son côté absurde et inhumain. Des organisations de défense des droits de l'homme protestent et demandent une solution. Malgré les protestations, la solution ne vient pas. Les années passent, 1990, 1991, et Mehran continue de vieillir sur son banc rouge. Comment vit-on dans un aéroport pendant des années? C'est une question que tout le monde se pose. Laissez-moi vous décrire une journée typique de Mehran après plusieurs années dans l'aéroport. 5h30 du matin. Mehran se réveille. Le terminal n'est jamais complètement silencieux, mais c'est le moment le plus calme. Les premiers vols de la journée commencent à être annoncés. Mehran plie sa couverture, en réalité c'est une veste, et range ses affaires dans son chariot. 6h. Il va aux toilettes publiques. Il se rase avec un rasoir jetable. Il se lave le visage, les mains, le torse. Il change de chemise. Il essaye de rester aussi présentable que possible. Pour Mehran, garder sa dignité est crucial. 7h. Petit déjeuner. Souvent, c'est un croissant et un café que les employés d'un café lui donnent. Parfois, un passager généreux lui laisse de l'argent. Mehran utilise cet argent très soigneusement. 8h à 12h. Mehran lit. C'est son activité principale. Il lit des journaux, des magazines, des livres. Il lit des articles sur la politique mondiale, sur l'économie, sur la culture. Il garde tous les articles intéressants. Il les range dans des boîtes en carton qu'il stocke sous son banc. Mehran écrit aussi. Il tient un journal détaillé de sa vie dans l'aéroport. Il écrit ses pensées, ses sentiments, ses observations. Il écrit des lettres aux autorités, aux ambassades, aux organisations internationales. Il ne perd jamais espoir de trouver une solution. 12h. Déjeuner. Souvent au McDonald's. Les employés connaissent sa commande habituelle. Parfois, il lui donne un repas gratuit. « Sir Alfred, prends ça. C'est une erreur de commande. » Ce n'est jamais vraiment une erreur. C'est leur façon de l'aider. 13h à 18h. Mehran se promène dans le terminal. Il observe les gens. C'est devenu son passe-temps favori. Il invente des histoires sur les passagers qu'il voit. Cette femme qui pleure, elle va peut-être voir un amour perdu. Cet homme nerveux, il va peut-être à un entretien d'embauche important. L'aéroport est un théâtre humain constant. Des milliers d'histoires se croisent chaque jour. Mehran est le seul spectateur permanent. Parfois, des passagers le reconnaissent. Son histoire est maintenant assez célèbre. Ils veulent lui parler, prendre une photo avec lui. Mehran est toujours poli, mais il est aussi fatigué. Il ne veut pas être une curiosité touristique. 18h. Dîner. Encore un repas simple, souvent donné par les employés de l'aéroport. 20h à 22h. Mehran regarde les gens rentrer chez eux. C'est le moment le plus difficile de la journée. Il voit des familles se retrouver, des amis s'embrasser, des couples partir ensemble. Mehran est seul. Il est toujours seul. 22h. Mehran retourne à son banc. Il s'allonge. Il ferme les yeux. Il essaie de dormir malgré les lumières, malgré les annonces, malgré le bruit. Et le lendemain, tout recommence. Exactement pareil. Jour après jour.
année après année. Après 11 ans dans l'aéroport, quelque chose d'incroyable se produit. En juillet 1999, un tribunal administratif français prend une décision historique. Le juge examine le cas de Mehran et déclare « Cet homme a le droit de rester sur le territoire français. Il peut quitter l'aéroport. » C'est une victoire. Après 11 ans de bataille, Mehran a gagné. Il est légalement libre de partir. Les avocats de Mehran sont fous de joie. Les médias annoncent la nouvelle. L'homme de l'aéroport peut enfin partir. Les employés de l'aéroport organisent une petite fête pour célébrer. Mais alors, quelque chose d'étrange se passe. Mehran refuse de partir. Les avocats sont choqués. Mehran, tu ne comprends pas? Tu peux partir, tu es libre. Mehran secoue la tête. Il dit que les documents ne sont pas corrects. Il veut des documents qui disent qu'il est britannique à cause de sa mère. Le tribunal français lui offre des papiers qui disent qu'il est réfugié d'origine iranienne. Ce n'est pas suffisant pour Mehran. « Je ne vais pas signer ces papiers, dit-il. Ils ne sont pas corrects. Ils ne disent pas la vérité sur qui je suis. » Les avocats sont frustrés. Ils ont travaillé pendant des années pour obtenir ces documents. Mais Mehran est obstiné. Il refuse. C'est à ce moment que beaucoup de gens commencent à se poser des questions sur la santé mentale de Mehran. Après 11 ans dans l'aéroport, après 11 ans de vivre dans un espace limité, de suivre la même routine jour après jour, quelque chose s'est peut-être cassé dans son esprit. Des psychologues viennent voir Mehran. Ils parlent avec lui. Ils disent qu'il souffre probablement de ce qu'on appelle l'institutionnalisation. C'est quand une personne s'habitue tellement à vivre dans un environnement fermé qu'elle ne peut plus imaginer vivre ailleurs. L'aéroport est devenu la zone de confort de Mehran. Il connaît chaque coin, chaque employé, chaque routine. Le monde extérieur est devenu effrayant et inconnu. Partir signifierait abandonner la seule stabilité qu'il a connue pendant plus d'une décennie. Mehran reste donc dans l'aéroport, par choix maintenant. Il n'est plus prisonnier de la bureaucratie. Il est prisonnier de sa propre peur et de ses propres exigences impossibles. L'histoire de Mehran devient de plus en plus célèbre. Des documentaires sont réalisés sur lui. Des journalistes du monde entier viennent interviewer. En 2004, Hollywood décide de faire un film basé sur son histoire. Le réalisateur Steven Spielberg et l'acteur Tom Hanks créent The Terminal, le terminal. Dans le film, Viktor Navorski, un homme d'un pays fictif de l'Europe de l'Est, qui se retrouve bloqué dans l'aéroport JFK à New York. Le film est une comédie romantique. Victor tombe amoureux d'une hôtesse de l'air. Il aide les employés de l'aéroport. À la fin, tout se termine bien. C'est une version hollywoodienne très embellie de l'histoire réelle de Mehran. La vraie histoire est beaucoup plus sombre, beaucoup plus triste, beaucoup moins romantique. Mais le film est un énorme succès. Il gagne des millions de dollars. Tom Hanks est brillant dans le rôle. Mehran reçoit de l'argent pour les droits de son histoire. Les montants exacts ne sont jamais révélés publiquement, mais selon certaines sources, c'est environ 250 000 $. C'est une fortune. Avec cet argent, Mehran pourrait louer un appartement, commencer une nouvelle vie, mais il ne le fait pas. Il continue de vivre à l'aéroport. Il achète peut-être quelques livres, quelques vêtements, mais c'est tout. Pourquoi? Les gens ne comprennent pas. Mehran a maintenant de l'argent et des documents légaux. Il pourrait partir, mais il ne part pas. La vérité est que Mehran a changé. L'aéroport n'est plus une prison, c'est devenu sa maison. C'est le seul endroit où il se sent en sécurité. Le monde extérieur est trop grand, trop imprévisible,
trop effrayant. Les années 2000 passent. Mehran vieillit. Il a maintenant 60 ans, puis 65 ans. Ses cheveux sont complètement blancs. Il marche plus lentement. Sa santé commence à se détériorer. Les médecins de l'aéroport s'inquiètent. Ils lui disent qu'il doit aller dans un vrai hôpital pour des examens. Mehran refuse. Il a peur de quitter l'aéroport, même pour quelques heures. En 2006, après 18 ans dans l'aéroport, Mehran tombe gravement malade. C'est grave cette fois. Il ne peut plus se lever de son banc. Il a des difficultés à respirer. Une ambulance est appelée. Les employés de l'aéroport pleurent. Ils ont tous connu Mehran pendant des années. Il fait partie de leur vie quotidienne. Le voir partir dans une ambulance est déchirant. Mehran est transporté à l'hôpital Cochin, à Paris. Il reste là pendant plusieurs mois. Son séjour dans l'aéroport Charles de Gaulle est terminé. Après 18 ans, il quitte finalement son banc rouge. Après son hospitalisation, les autorités françaises l'installent dans un foyer d'accueil à Tremblay en France, près de l'aéroport. C'est une maison pour les personnes qui ont besoin d'aide sociale. Mehran a enfin un vrai lit, une vraie chambre, une vraie maison. C'est ce qu'il voulait pendant 18 ans, n'est-ce pas? Mais Mehran n'est pas heureux. Il se sent perdu. La vie normale est étrange pour lui. Il doit cuisiner, nettoyer, interagir avec des voisins. C'est trop, c'est écrasant. Il parle souvent de l'aéroport. C'était mieux à l'aéroport, dit-il aux travailleurs sociaux. Là-bas, je savais ce qui allait se passer chaque jour. Ici, je ne sais pas. Les années passent. Mehran vit dans ce foyer pendant 16 ans. Il sort rarement. Il reste dans sa chambre. Il lit. Il écrit. Il se souvient. Le 12 novembre 2022, quelque chose d'extraordinaire et de tragique se produit. Mehran, maintenant âgé de 76 ans, décide de retourner à l'aéroport Charles de Gaulle. Pourquoi? Personne ne le sait vraiment. Peut-être qu'il se sentait nostalgique, peut-être qu'il voulait revoir son ancien chez lui, peut-être qu'il se sentait mal et voulait mourir à l'endroit qui avait été sa maison pendant tant d'années. Il arrive au terminal 2F de l'aéroport Charles de Gaulle. Il marche lentement dans le terminal. Peut-être qu'il cherche son ancien banc rouge. Peut-être qu'il veut juste sentir l'atmosphère de l'aéroport une dernière fois. Puis, soudainement, Mehran s'effondre. Une crise cardiaque. Les secours arrivent rapidement, mais c'est trop tard. Mehran meurt dans l'aéroport Charles de Gaulle, l'endroit où il avait vécu 18 ans de sa vie. C'est une fin à la fois tragique et poétique. L'homme qui a vécu dans l'aéroport pendant presque 2 décennies meurt finalement là où il était chez lui. Les médias du monde entier annoncent sa mort. L'homme de l'aéroport est mort. Des millions de personnes qui avaient suivi son histoire pendant des années sont tristes. Les employés de l'aéroport Charles de Gaulle organisent une petite cérémonie en sa mémoire. Mehran est enterré dans un cimetière près de Paris. Sur sa tombe, on pourrait écrire « Ici repose un homme qui a cherché une maison toute sa vie et l'a finalement trouvée dans le lieu le plus improbable. » Vous venez de passer 25 minutes à lire et écouter une histoire vraie et fascinante en français. Vous avez amélioré votre compréhension naturellement, sans effort. Si vous voulez continuer à apprendre le français avec des histoires captivantes comme celle-ci, abonnez-vous à Français avec moi et activez les notifications. Chaque semaine, une nouvelle histoire vous attend. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans l'histoire de Mehran ?
Merci et à bientôt pour la prochaine aventure en français.